Public Sénat et l'AMF, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, présentent le Congrès des maires de France. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du 101e Congrès des maires de France qui s'est ouvert ce matin à Paris, porte de Versailles. Vous avez suivi avec nous sur notre antenne l'ouverture de ce congrès et dans quelques instants nous allons suivre l'un des temps forts, la réunion de Territoires Unis. Territoires Unis, c'est l'association commune des maires, des départements et des régions qui se sont unis pour contester la politique qu'ils jugent recentralisatrice, politique de l'État. Et dans quelques instants, nous suivrons sur scène François Baroin, le président de l'AMF, Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, et Renaud Muselier, président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui représente Hervé Morin, président des régions de France. Et toujours pour m'accompagner, Xavier Brivet, rebonjour. Bonjour. Vous étiez avec nous ce matin, rédacteur en chef de Maires de France, dont on va voir la couverture de ce mois-ci sur notre antenne. Alors Xavier, je le disais, les trois grandes associations, eh bien, elles se sont unies. C'était à Marseille, lors du congrès des régions de France, unies pour dénoncer une politique qu'elles jugent recentralisatrice. Oui, absolument. Elles ont quitté la Conférence nationale des territoires d'un commun accord au début de l'été, en juillet, et elles ont fondé le 26 septembre Territoires Unis. Alors ça a pris plusieurs formes. La première, c'est l'appel de Marseille en faveur des libertés locales qui a été lancé dans le cadre du congrès de régions de France à Marseille. La deuxième, c'est ce que les trois associations ont appelé l'accord de Rennes, c'est-à-dire dans le cadre du congrès de l'Assemblée des départements de France, le fait d'entériner la création de Territoires Unis, qui est conçu comme une association de réflexion qui doit porter un nouvel élan en faveur de la décentralisation. Et c'est cette association qui a été déjà présentée dans le cadre du congrès de l'ADF à Rennes, mais présentée aujourd'hui dans le cadre du congrès de l'AMF par les présidents des trois associations. L'objectif de Territoires Unis prend deux formes. La création d'un site internet contributif qui permet à l'ensemble des élus locaux de se prononcer et de faire part de leurs idées pour faire évoluer la décentralisation. Et puis le deuxième volet de cette mobilisation, ce sont des assises territoriales, des assises pour les libertés locales, dont certaines se sont déjà tenues, qui vont se tenir dans 13 régions et qui doivent aboutir à la rédaction d'un manifeste que les associations appellent aussi Pacte Girondin, un manifeste qui doit bâtir les termes d'une relance de la décentralisation, d'un nouveau pacte pour la décentralisation. Et les trois associations d'élus, donc AMF, ADF et Régions de France, souhaitent verser au débat de la révision constitutionnelle que le Parlement va continuer d'examiner début 2019, et bien le produit de tous ces travaux, à la fois via le site internet et via les assises pour les libertés locales organisées dans les 13 régions. Cette association Territoires Unis, c'est aussi un moyen pour les trois associations d'élus d'envoyer un message politique à Emmanuel Macron. C'est la première fois qu'elles s'unissent de la sorte. Oui, alors il y avait eu un front commun il y a plusieurs années lors de la suppression de la taxe professionnelle. On avait déjà eu, même au-delà de ces trois associations, quasiment l'intégralité des associations d'élus locaux qui avaient fait front pour dénoncer la perte de ce principal impôt économique local. Mais là, ce sont les trois associations, effectivement, qui envoient un message à Emmanuel Macron et qui disent au chef de l'État vous nous associez peu aux réflexions sur l'avenir de la décentralisation, nous prenons la main. Et nous allons écrire une nouvelle étape de la décentralisation. Et nous n'allons pas le faire toutes seules, nous allons organiser des assises, favoriser les débats via le site internet également, et produire, au moment où le Parlement discute de la révision constitutionnelle, un pacte girondin. En clair, nos propositions pour relancer la décentralisation sur le plan institutionnel, sur le plan financier, sur le plan des relations entre l'État et les collectivités, avec un principe qui leur est cher désormais, qui paie décide, qui décide paie, c'est-à-dire remettre un peu d'ordre dans cette République décentralisée qu'ils trouvent assez peu décentralisée. Surtout que va arriver la réforme fiscale, annoncée avant l'été 2019. Est-ce que Territoires Unis, c'est aussi un moyen d'éviter ce qu'elles appellent un jeu de bonneteau, c'est-à-dire on prend à une collectivité pour en financer une autre ?
Oui, c'est aussi ça. Le gouvernement prévoit de déposer un projet de loi sur la réforme de la fiscalité locale d'ici le premier trimestre 2019. Et il a fait part de quelques scénarios, mais les associations rejettent notamment le principal scénario qui consisterait à transférer aux communes et aux intercos la part départementale de la taxe sur le foncier bâti. En clair, elles disent à l'État, ne nous divisez pas entre associations d'élus, on ne fait pas de jeu de bonneteau. Vous avez choisi de supprimer la taxe d'habitation, ça coûte 26 milliards d'ici 2021, quand elle sera supprimée pour tous les contribuables. À vous, État, de trouver une solution pérenne de compensation. Voilà, donc c'est aussi un sujet qui est au cœur de Territoire Uni, et c'est aussi Territoire Uni qui fera des propositions, mais qui sur ce sujet-là envoie effectivement un message à Emmanuel Macron en disant « En face, nous ne sommes pas divisés, nous sommes unis, nous parlons d'une même voix, donc nous attendons vos propositions auxquelles nous répondrons ». Alors on va suivre, Xavier, cette séquence qui avait lieu un petit peu plus tôt dans l'après-midi avec, je vous le disais, Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, Renaud Muselier, président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui représente Hervé Morin, le président des régions de France, et c'est François Baroin, le président de l'Association des maires de France, qui a la parole. On l'écoute. Territoires Unis, c'est en fait la conclusion d'une séquence qui n'est pas sur 15 mois, mais je dirais sur plusieurs années, qui nous a amené, région de France, département de France et commune de France, à créer, pas une association de plus, mais un mouvement de tous les territoires pour l'appel à une nouvelle décentralisation, constatant, au dehors des problèmes de forme, le sentiment que nous pouvions être plus puissants avec une organisation véritablement décentralisée. Les départements ont eu leurs discussions, je laisserai le soin à Dominique Bussereau de l'évoquer. Les régions ont eu leurs préoccupations concernant l'affectation des moyens pour mener à bien les politiques que le législateur leur a données sur le développement économique, l'enseignement supérieur, etc. Et les communes et les intercos que nous représentons, nous avons des interrogations sur la taxe d'habitation, sur l'avenir des dotations, sur la place de la commune dans le nouvel dispositif territorial. Nous aurons l'occasion, avec André Léniel, Philippe Laurent et toutes les instances dirigeantes de l'AMF, jeudi, de présenter une résolution qui sera la base de la plateforme des négociations que nous souhaitons avoir avec l'État, des discussions qui avanceront avec une méthode, un calendrier, des objectifs partagés. Mais Territoires Unis, depuis 1982, et je parle sous le contrôle de Dominique Bussereau et de Renaud Muselier, jamais les régions, les départements et les communes de France n'ont travaillé main dans la main. Ayons l'honnêteté de le dire, on s'est toujours regardé en chien de faïence. Il y avait parfois un mur de glace entre les uns et les autres, parfois même des tiraillements. Parfois même la volonté de récupérer ou de tirer le tapis sous les pieds de l'autre pour pouvoir prendre telle subvention ou tel accord ou autre. Nos destins sont liés et nous avons l'habitude de travailler les uns avec les autres. Les départements sont fondamentaux pour le développement de nos communes et nos intercommunalités. Fondamentaux parce que 70% globalement d'un effort budgétaire porté par un conseil départemental a vocation à porter des politiques sociales de solidarité, l'aide aux handicapés, les personnes âgées, les aides sociales, les minima, le RSA, les mineurs isolés. Et les mineurs isolés, c'est un exemple remarquable, Dominique l'évoquera, où les départements et les communes travaillent main dans la main. Nous, derrière les négociations et les discussions avec les jeunes qui viennent dans chaque département, on doit inscrire ces jeunes dans les écoles. On doit trouver les aides d'urgence dans les centres communaux d'action sociale. On doit trouver les places dans les centres d'hébergement. On doit discuter avec les bailleurs sociaux pour justement les accueillir dignement. Donc ce n'est pas que des questions de statistiques ou de gros sous. Ce sont des politiques de responsabilité, de solidarité, une certaine idée de ce que veut dire la responsabilité républicaine à la française. Voilà ce que veut dire Territoires Unis. Voilà ce qui va nous permettre de nous projeter pour les mois qui viennent, pour imaginer, construire ensemble. On aura évidemment besoin de chaque commune, de chaque interco, de chaque élu de terrain, pour apporter sa contribution afin d'offrir dans le débat national une plateforme de revendication pour une nouvelle phase de décentralisation. Et c'est peut-être la meilleure réponse pour beaucoup de problèmes que nous avons à gérer au quotidien. Dominique Bussereau, les départements tenaient il y a quelques jours leur congrès à Rennes et ça a été l'occasion justement d'un accord entre vos trois associations au moment de ce congrès de Rennes. Oui, après la réussite magnifique du meeting de Marseille avec les régions de France, avec l'AMF et nous-mêmes, et avec tous nos amis Renaud de ta belle région, nous avons pensé qu'il fallait aller plus loin, c'est-à-dire avoir une politique systématique de travail en commun entre les communes, les départements et les régions,
comme nous l'avons sur le terrain, mes chers collègues. Sur le terrain, chacun d'entre vous travaille avec son intercommunalité, son département, sa région. Il y a des mécanismes de consultation permanents. Les départements interviennent pour la solidarité sociale, qui est leur ADN, naturellement, les allocations individuelles de solidarité, les MNA, l'ensemble des politiques sociales, et puis aussi pour la solidarité territoriale, par exemple pour l'installation du très haut débit, par exemple pour les réseaux routiers et beaucoup d'autres politiques. Donc, ce qui se passait naturellement au niveau de nos départements, avec les communes et nos régions, ne se faisait pas systématiquement au niveau de l'État. D'ailleurs, parfois, l'État essayait de nous diviser en disant, tiens, pour essayer de payer le déficit, ce qui manque à l'État pour la taxe d'habitation, on va s'appuyer sur les communes pour prendre la part du foncier bâti qui reste au département, qui est leur seul impôt, sur lequel, avec les droits de mutation, ils ont encore une capacité d'action. Donc nous avons décidé d'y mettre fin à tout cela, d'avoir systématiquement des positions communes. Nous allons préparer ensemble avec l'AMF et les régions de France la réforme fiscale à venir. Nous allons travailler les positions communes et puis nous allons, sur le modèle de Marseille, faire 13 grandes réunions à travers la France, organisées par les associations départementales des maires, par les départements et par les régions, non pas dans une optique politicienne, mais pour dire on a besoin en France d'une troisième phase de décentralisation. On a eu la décentralisation Mitterrand-Defer, on a eu la décentralisation Chirac-Raffarin. Aujourd'hui, on est à un moment de l'évolution de la société dans lequel il faut une troisième phase de décentralisation. C'est ce que nous avions demandé à Marseille, c'est l'accord de Rennes, et moi je suis très heureux que nous ayons ce travail, et nous allons le faire d'une manière formidable parce que nous avons nous avons un destin commun. Ainsi, dans un département, les communes vont mal, c'est tout le département qui va mal. Et on pourrait aller à des échelons, l'échelon régional pour dire la même chose. Et donc nous allons porter au niveau national cet accord politique de Marseille et de Rennes avec les régions et avec toi François et tous les collègues maires de France ici que je salue amicalement et très amicalement. Voilà, et vous l'avez dit, tout a commencé à Marseille, donc c'était à l'occasion du congrès des régions de France, l'association des régions de France que vous animez avec son président Hervé Morin, et vous aviez à ce moment-là pris l'opinion publique à témoin aussi, hein, à cette occasion, l'occasion de ce congrès. Oui, d'abord je tiens à vous remercier de nous accueillir ici, et on est très heureux au nom des régions de France d'être à vos côtés. Bien sûr, avec mon ami Dominique, mais je tiens à excuser dans un premier temps Hervé Morin, notre président, qui est obligé de partir avec les représentants de ses ports de Normandie en Angleterre pour traiter les problèmes du Brexit. Et comme nous sommes exclus du corridor, nous la France, aujourd'hui dans le cadre du Brexit, il est indispensable pour nos ports européens d'être défendus là-bas. Je le fais au niveau européen en tant que député européen, il le fait pour sa région aujourd'hui, donc c'est la raison pour laquelle il n'est pas là. Et je vous prie de bien vouloir l'excuser. Marseille est un moment important puisque Marseille était l'occasion de rappeler que finalement, avec un petit clin d'œil, le premier acte de décentralisation avait lieu à Marseille. Et que depuis, nous sommes rentrés dans cette culture. Et c'est vrai que nous, Marseillais... Et l'action de Gaston Defferre, bien sûr. Nous, Marseillais, on est, c'est vrai, un peu rebelles, bon, parfois. Et donc, d'avoir à nos côtés le président de l'Association des maires de France, le président des départements de France, nous a permis d'organiser une grande réunion publique qui réunissait les maires de notre... Enfin, ou les élus, d'ailleurs, de notre région, un peu plus de 1000 personnes, pour rappeler le sens de notre unité. Le sens de notre travail ensemble, le sens qui fait en sorte que finalement on a deux problèmes essentiels. C'est pourquoi sommes-nous si mal traités ou considérés, ou en tout cas comment pouvons-nous percevoir cette absence de considération et pourquoi. Et parallèlement à ça, comment dans nos compétences, avec les responsabilités qui sont les nôtres, comment pouvons-nous les assumer, puisque finalement, nous on dit souvent qui paye décide, mais vous avez rajouté autre chose, qui décide paye. Et là, manifestement, il est indispensable que nous soyons tous ensemble pour arriver à décider tout ça ensemble. Et il est très clair qu'au niveau du gouvernement, nous avons un problème d'interlocuteur.
Nous avons un problème de décision et nous prenons nos parts de responsabilité quand on nous parle de la FCTVA. Est-ce qu'on en récupère ou non? Est-ce que, alors qu'elle a été décentralisée dans le cadre de ce qu'a fait M. Valls, est-ce que dans le cas du FEDER, du FEADER ou de la PAC, ces fonds européens qui sont attribués aux régions pour payer nos agriculteurs veulent les reprendre alors qu'ils nous les ont décentralisés? Est-ce que dans le cadre de la formation professionnelle, l'apprentissage, qui est très important pour nous, qui est dans notre compétence, on a un fonds de péréquation qui nous impose, mais qui est établi à 280 millions, alors que naturellement c'est 350 millions qu'il nous faut, enfin, etc., etc. Et quand on additionne la méthode et les responsabilités avec des moyens qui ne sont pas adaptés, il est très important de se retrouver ensemble ici, et merci pour votre accueil. Avec un premier sujet prioritaire qu'évoquait Dominique Bussereau, les conséquences de la fin de la taxe d'habitation et donc la préparation d'une réponse de vos associations, une réponse des collectivités pour aborder cette nouvelle étape. André Léniel. En ce qui concerne la taxe d'habitation, nous avons déjà largement échangé avec les régions, avec les départements. Et d'ailleurs, au sein du comité des finances locales, à l'unanimité, nous proposons une solution qui ne soit pas de désosser les uns pour habiller les autres, qui ne soit pas je ne sais quel bon taux fiscal, mais qui soit tout simplement le respect des engagements du président de la République. Ces engagements, ils sont simples. Il suffit que vous repreniez son discours du précédent congrès des maires, ça ne pourra pas être de celui d'aujourd'hui, pour constater qu'il disait quoi? Il disait « il faut compenser à l'euro près ». Il paraît d'ailleurs qu'il reprend exactement la même expression dans le courrier qu'il a adressé aux maires ces jours-ci. Mais à l'euro près, si on veut que ça soit dans la durée, il n'y a qu'une solution qui soit garantie constitutionnellement, c'est que ce soit un dégrèvement général sur les habitations principales. On nous dit les résidences secondaires continueront à payer la taxe d'habitation, donc elle ne disparaît pas. Et à partir du moment où elle ne disparaît pas, bien entendu, le dégrèvement s'impose, et c'est d'ailleurs ce qu'a dit dans ses décisions le Conseil constitutionnel il y a de cela 18 mois. L'avantage, c'est que c'est totalement évolutif, puisque ça garantit l'évolution des bases. Et que, par ailleurs, ça laisse une liberté de taux, ce que semble oublier d'ailleurs et le Premier ministre et le ministre des Comptes publics, quand ils se sont permis de pointer du doigt ceux parmi nous qui, parce qu'il y avait des besoins locaux, avaient décidé d'augmenter leur taux d'imposition. Donc il faut garder cette liberté de taux, il faut garder bien entendu le lien avec le citoyen, il faut garder la justice entre les différents niveaux de collectivité territoriale et il faut surtout être assuré que dans la durée, contrairement à toutes les autres compensations que nous avons connues par le passé, celles-ci soient durables, évolutives et nous permettent de faire face à nos besoins. Alors, nouvelle vague de décentralisation. Et également Philippe Laurent, secrétaire général de l'Association des maires de France, mais aussi le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, vous avez souhaité aussi que les employeurs publics territoriaux, dans ce cadre, soient mieux représentés. Oui, très rapidement, nous avons décidé, notamment nos 3 associations, de mettre en place, avec le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, de mettre en place ce qu'on a appelé la coordination des employeurs territoriaux. Évidemment, l'avantage est évident. Il y a 2 avantages. D'abord, de pouvoir présenter donc, des propositions en commun dans notre discussion avec l'État, parce que l'État est à la fois employeur, mais il est aussi celui qui fait la norme. Et donc là, nous parlons bien de l'État qui fait la norme. Aujourd'hui, nous nous présentons souvent de manière un peu dispersée, et d'ailleurs, entre nous, l'État utilise aussi cette dispersion. Et donc, le fait de pouvoir présenter ces propositions en commun est important. Et puis aussi, disons-le, de pouvoir négocier et discuter ensemble avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives de nos agents d'un certain nombre de dossiers qui ne sont pas forcément les dossiers statutaires, qui sont les dossiers liés à la gestion des ressources humaines. Et je crois qu'il y a un travail de dialogue social important qu'il faut approfondir avec les organisations syndicales qui, d'ailleurs, je le dis, y sont prêtes. Alors, Association des régions de France, Assemblée des départements de France, Association des maires de France et présidents d'intercommunalités et des assises dans toutes les régions. Et vous avez déjà commencé la semaine dernière en Bourgogne-Franche-Comté? À Dijon, ça s'est très bien passé, c'est le début d'un processus. L'idée, c'est de vraiment mettre tout sur la table.
dans le respect du principe qu'on vient d'évoquer, qui est désormais partagé. C'est très important. Hein. Vous savez, il n'y a que les idées simples qui peuvent voler longtemps. Qui décide paye, qui paye décide. L'État décide des choses, il le paye. Si nous payons, alors dans ce cas-là, nous sommes coacteurs de la décision. L'addition des lois en 2015, qui est vraiment une année de bascule dans le ressenti des collectivités territoriales à l'égard de l'État, a mis en place des grandes régions, grands comme des États, peuplés plus que certains États membres de l'Union européenne, avec des compétences immenses et des responsabilités exigeantes. Le développement économique d'une grande région, ce n'est pas le développement économique d'une seule métropole. Une grande région a besoin d'une grande métropole, mais une grande région a besoin de tous les territoires qui sont tirés vers le haut ensemble. Ça veut dire derrière que quand on dit développement économique, comment on le fait dans chacun des départements, des anciennes régions, quels moyens? Et la question des moyens fera partie de l'objet des discussions de la nouvelle vague de décentralisation. Au fond, est-ce que le développement économique, ça passe par le transfert d'une très grande partie de la TVA qui permettrait aux régions d'avoir l'effet de levier? La question peut se poser. Les départements portent les politiques sociales. Ils sont essentiels. On ne peut pas être de nulle part et on est de sa commune et de son département. C'est ça qui crée l'identité de chaque citoyen. Est-ce que la CSG est un moyen, un effet de levier qui pourrait garantir par une évolution le financement durable? Voilà une autre question. Les communes et les intercommunalités, on doit produire des services publics de proximité. Les gens payent une contribution, ils attendent des résultats et des services. Mais quel est le territoire? D'ailleurs, par extension, quel est l'agent économique qui peut imaginer se projeter dans l'avenir s'il n'investit pas? Or, la culture globale, depuis des années, c'est de considérer que l'investissement porté par les collectivités locales est toxique parce que ça altère la qualité du progrès de l'assainissement des finances publiques qui est par ailleurs à démontrer. Nous sommes les seuls à avoir apporté une contribution nette à la réduction des déficits, mais nous constatons que l'effort budgétaire qui est demandé et qui s'inscrit dans la durée, et c'est bien le problème, c'est que cet effort s'inscrit depuis de trop nombreuses années dans la durée et en réduction, étouffe l'investissement local et empêche les territoires de s'épanouir. Et le malaise profond qu'on ressent dans toutes les communes de France, qui ne sont pas métropoles, c'est-à-dire l'immense majorité des communes de France, provient justement de ce sentiment qu'il n'aura plus les moyens de le développer. Quels seront les moyens affectés en face? Est-ce que c'est de la CVAE ou autre? Ça fera l'objet de discussions un peu techniques pour le grand public dans un premier temps, mais qui doivent être très pédagogiques à l'avenir, dans une nouvelle loi de décentralisation où les gens sauront exactement qui décide, qui paye, qui fait quoi, et donc qui est responsable de quoi. Et on en parlera demain matin, puisque demain matin, dans cet auditorium, aura lieu un débat, décentralisation, déclin ou audace. Et d'ailleurs, y participeront vos collègues Carole Delga, la présidente du Conseil régional d'Occitanie, et puis Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Donc décentralisation, on en parlera avec vous. C'est votre congrès et vous n'oubliez pas surtout aussi de faire des propositions. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, il s'agit d'élaborer aussi une feuille de route pour l'Association des maires de France pour les mois à venir. Messieurs... Un dernier mot, si vous me le permettez. C'est la première fois dans l'histoire de nos congrès que sont mis à l'honneur les régions et les départements de France. Ce sont nos invités d'honneur et je vous remercie de les applaudir pour le travail qu'ils effectuent au quotidien pour leurs administrés et dans la logique d'unité qui nous anime désormais. Merci messieurs. Alors François Baroin, nous allons passer maintenant à une nouvelle séquence de cet après-midi et aussi une nouvelle action de l'AMF. C'est la création de l'Observatoire de la démocratie de proximité et pour en parler, on appelle Martial Foucault, Agnès Lebrun et Gilles Leproust. Voilà, Martial Foucault, qui est le directeur du CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po, qui analyse les grands courants et idées politiques qui façonnent les forces, les institutions politiques, et qui présentera l'enquête dont vous avez parlé en début de matinée, François Baroin. Et puis nous entendrons les commentaires, les réactions de deux de vos collègues, vice-présidents de l'AMF, Agnès Lebrun et Gilles Leproust. D'abord, peut-être comprendre pourquoi, François Baroin, la création de cet observatoire de la démocratie de proximité. Parce qu'il y a un malaise, parce qu'il y a des interrogations, parce qu'il y a des incertitudes, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes.
et qu'on observe un mouvement sur lequel, ayons l'honnêteté de le dire, nous n'avons pas les chiffres précis sur le nombre exact de démissions de maires, mais nous avons constaté, depuis la mise en place de la loi NOTRe et des interco XXL, une lassitude de beaucoup de conseillers municipaux et qui nous a alertés depuis plusieurs mois dans tous les départements de France. Ce constat a besoin d'être confirmé de manière objective, avec un panel très large, et le CEVIPOF est de très loin l'institution qui, en dehors de la qualité de ses experts, s'offre la possibilité d'avoir un panel tellement large que l'objectivité et la réalité sincère des résultats obtenus arrivent dans la lecture la plus intime des raisons profondes pour lesquelles il y a un mouvement. Beaucoup d'élus de 2014 sont en train de partir. Beaucoup d'élus, même s'ils disent qu'ils sont heureux dans leur mandat, annoncent dès à présent qu'ils jettent l'éponge. C'est un malaise. Beaucoup d'élus, en raison de l'évolution de l'état civil, mais pas uniquement de l'état civil, ni même de l'usure des mandats, car c'est ça qui est frappant, c'est qu'on a un mouvement très puissant depuis 2014, donc des gens élus de manière récente et qui s'engagent dans un processus de, justement, désimplication à l'égard du tissu local. C'est un vrai sujet pour 2020. C'est un vrai sujet de ressources, de disponibilité de gens qui vont consacrer une bonne partie de leur énergie et de leur temps au service de leur environnement immédiat et de leurs administrés. C'est un vrai sujet de renouvellement des générations. Nous ne sommes que des passeurs. Le mandat qui nous est confié se termine en 2020. D'autres générations doivent se lever, demander un espoir, s'engager, s'impliquer, être au service. C'est ça, en dehors du fait que, au fond, c'est un peu la République qui est en train de s'abîmer dans tous les sens du terme, ce que j'évoque depuis quelques semaines en lien avec les discussions que nous avons au sein des instances de l'AMF. C'est-à-dire qu'elle est en train un peu d'échouer et elle est en train de se fatiguer. Cette fatigue, on peut la comprendre, mais il faut qu'on ait un sursaut collectif. C'est pour ça que cette étude mettra en perspective la réalité intime de ce mouvement. C'est la raison pour laquelle l'AMF a décidé depuis plusieurs mois de lancer une grande campagne de communication pour restaurer le lien de confiance avec le maire, qui est l'incarnation de la cité, mais avec la commune pour mieux comprendre ce qu'elle fait précisément. Et cette campagne, on a évidemment besoin de tous les maires de France pour la décliner. Ça permettra exactement de savoir précisément l'importance de tous les services publics que nous portons. Et donc le CEVIPOF, de ce point de vue, apporte un éclairage, je crois, qui est très riche d'enseignements, d'inquiétudes bien sûr, d'incertitude certainement, mais aussi de compréhension pour une mobilisation et pour un rebond. Merci. Alors, Martial Foucault, cette enquête, première enquête de l'Observatoire de la démocratie de proximité, vous l'avez intitulée « Les maires de France, entre résignation et incertitude ». Vous allez nous en présenter les résultats et je rappelle donc que vous êtes le directeur du CEVIPOF, professeur des universités, professeur agrégé en sciences politiques, et nous vous écoutons, monsieur le professeur. Merci. Merci à vous, François Barouin. Merci à toutes, merci à tous de me laisser le temps de vous présenter cette étude. Certainement que vous avez eu l'occasion, et vous êtes nombreux à avoir répondu à cette enquête. On a pris l'initiative au début du mois d'octobre de mettre sur pied une enquête en ligne, pour à la fois cerner différentes dimensions de la fonction et du mandat de maire, pas seulement, je dirais, ce que les citoyens se représentent de la fonction de maire, mais vous, au quotidien, quelles étaient, au fond, les difficultés, quelle était l'histoire de chacun d'entre vous jusqu'à occuper cette fonction de maire, et puis essayer de se projeter en 2020, certes, mais au-delà de 2020, pour essayer de comprendre quel était aujourd'hui le rapport entre représentants et représentés. Alors c'est vrai que le titre de cette enquête, en tout cas une première analyse de cette enquête entre résignation et incertitude, illustre à la fois une forme de malaise qui existe lorsque l'on interroge les maires sur leur souhait de poursuivre ou d'abandonner leurs fonctions en 2020. Mais si vous êtes d'accord, je vais réserver cette dernière résultat de l'enquête pour la fin de ma présentation et essayer de revenir sur les raisons qui ont conduit près d'un maire sur deux à annoncer, à déclarer dès aujourd'hui vouloir renoncer à la fonction de maire. Alors l'enquête nous permet de voir plus précisément ce qu'il s'est passé. Je vais vérifier que la technique m'accompagne. Nous avons donc envoyé ce questionnaire aux 35 357 maires. Nous avons obtenu 4 657 réponses. On sait qu'il est très difficile. Vous êtes en général très sollicité par
tout type d'enquête. Et je voudrais véritablement, très chaleureusement et solennellement vous remercier pour ceux qui ont choisi de répondre à cette enquête. Alors, d'une certaine manière, qui êtes-vous? À partir des résultats, nous avons pu observer certainement des éléments que vous connaissez, mais je crois qu'il est utile de les rappeler. Tout d'abord, 1 maire sur 2 travaille à temps complet pour sa mairie. Et nous avons 25 à 30% qui exercent parmi eux un travail à temps partiel et 50% sont aujourd'hui retraités. 53% des maires donc sont retraités et ce qui est très intéressant, c'est d'observer que l'âge moyen du maire en France est de 62 ans. Et d'ailleurs, il y a très peu de différence selon que l'on raisonne sur des communes de petite taille ou des communes de grande taille. Certes, pour les communes de plus de 30 000 habitants, l'âge moyen des maires a tendance à diminuer. Un phénomène très intéressant qu'on a pu observer, le niveau d'éducation des maires est significativement et substantiellement plus important que la moyenne des Français pour la même tranche d'âge. On a dans notre échantillon près de 75% des maires qui ont un niveau bac et supplémentaire. Rapporté à l'âge moyen que j'évoquais tout à l'heure, cela veut dire qu'en moyenne, les maires ont un niveau d'éducation 2 fois supérieur à la moyenne des Français en respectant les cohortes d'âge. 40% des maires étaient fonctionnaires avant d'être élus et aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble des maires que j'ai indiqué, 53% étaient retraités. Cela veut dire qu'on a aujourd'hui effectivement un équilibre entre secteur privé et secteur public pour ceux qui occupent la plus haute fonction communale. 1 maire sur 2 n'est élu que depuis 2014. Alors, on a beaucoup parlé du fort renouvellement en 2014. Dans notre échantillon de 4600 maires, 1 maire sur 2 nous indique être élu depuis 2014. Ce qui veut dire que quand on parle de lassitude, de résignation, ce n'est pas étroitement lié à l'ancienneté électorale. Ça va bien au-delà de la question de l'expérience que chacun d'entre vous disposait. Dernier élément sur cette radioscopie sociologique des maires, 35% des maires étaient membres d'un parti politique avant d'être élus. C'est-à-dire que l'affiliation partisane au moment de se déclarer candidat ne concerne qu'un tiers des maires. Et lorsque l'on interroge ces mêmes maires maintenant en fonction, seuls 14% d'entre eux ont conservé une affiliation partisane. Alors, je ne veux pas dire par là que la fonction des maires dépolitise, ce n'est pas cela. Ça veut dire qu'on observe qu'effectivement, dans des communes de moins de 10 000 habitants, là où le phénomène est le plus frappant, être maire souvent conduit à dépasser des lignes partisanes et finalement, on a effectivement une désaffiliation à une famille, à un parti politique. Alors la fonction de maire, ce que l'on a observé tout d'abord, la charge de travail. Nous avions plusieurs questions dans l'enquête, des verbatims, des questions ouvertes. Ce sont des centaines de pages de réponses que nous avons à la fois lues mais analysées avec beaucoup d'attention et de détails. Sur la charge de travail, ce qui ressort à travers un chiffre, c'est que le temps moyen hebdomadaire déclaré est de 28 heures par semaine. Alors, cette situation est très variable. On a quelques maires qui nous ont indiqué « je travaille 24 heures sur 24 tous les jours ». Et souvent dans des petites communes. Alors, il ne s'agit pas de donner un chiffre, de quantifier le nombre d'heures, mais ça traduit, ça illustre finalement l'activité extrêmement chronophage de la fonction de maire, et en particulier, comme je le disais tout à l'heure, pour des maires qui ne sont pas maires à temps plein. Donc, il y a une vraie difficulté à concilier une vie professionnelle et la fonction de maire. On a également des tâches qui s'accumulent. Très souvent, les maires interrogés nous indiquent une accumulation des tâches, certes dans la commune, mais aussi lorsqu'ils sont conseillers communautaires et lorsqu'ils exercent des responsabilités dans les structures, les regroupements intercommunaux. Et je prends le verbatim de ce maire comme témoignage de nombreux autres maires. Je fais face au manque de temps, je suis en activité à temps partiel, de moyens et de personnel dans une toute petite commune pour tout traiter.
je dirais que ce verbatim est témoin de dizaines d'autres situations tout à fait comparables. Et ici, il s'agit d'un maire d'une commune de 800 habitants. Les difficultés rencontrées sont de trois ordres. Premièrement, et c'est véritablement je dirais le point de tension le plus fort constaté dans l'enquête, c'est comment concilier vie personnelle et vie familiale et fonction de maire. Ça, c'est l'élément qui revient le plus souvent. Puis nous avons la conciliation de la vie professionnelle, comme je l'indiquais. Et enfin, un point qui est ressorti très souvent, la difficulté de se projeter dans le futur avec une incertitude très très forte vis-à-vis de la responsabilité juridique et pénale. Et ce point, il est vrai au fond, quelle que soit la taille de la commune. Un autre élément que je n'indique pas ici, mais qui me revient à l'esprit, c'est la question de l'indemnité de maire. On a posé la question si les maires étaient satisfaits de l'indemnité qui accompagne et qui rémunère leurs fonctions. Au fond, il y a une grande disparité, dans le sens où ce n'est pas vraiment un enjeu, ce n'est pas un phénomène qui est le point central de tension, mais il est d'autant plus fort pour les communes de moins de 1500 habitants. Là, on voit que, comparativement à la moyenne, la question de l'indemnité, et qui rejoint au fond derrière la question du statut de l'élu local, celle que j'évoquais sur la vie professionnelle, la responsabilité juridique et pénale. Les perceptions de la commune, nous avons interrogé les maires sur à la fois la situation dans laquelle ils ont trouvé leur commune lorsqu'ils ont été élus pour la première fois et comment ils représentent, comment ils peuvent percevoir le futur de leur commune dans 5 ans. Alors ici, c'est une évolution. À gauche, une forte dégradation, à droite, une forte amélioration. Le bilan, 48% estiment que dans les 5 prochaines années, la situation générale de leur commune va se dégrader. Un tiers, 35%, que la situation va rester stable. Et enfin, 17% d'entre eux considèrent, par leur action ou pas, que la situation dans la commune va s'améliorer. Donc, si vous voulez, je dirais que le balancier penche davantage vers une dégradation plutôt que vers une amélioration dans la commune. Le deuxième volet de cette enquête a consisté à vous interroger sur vos relations avec les structures intercommunales. Alors, pas de manière explicite, mais nous avons pu reconstituer aujourd'hui quelles étaient à la fois les difficultés de travail vis-à-vis des structures intercommunales et puis, d'une manière plus large, le rôle de l'État dans ce mouvement. Alors, ce qu'on observe tout d'abord, c'est une forme de... puisque le mot est souvent employé, nous on observe véritablement une recentralisation horizontale. Recentralisation horizontale et qui conduit chez les maires à un très fort sentiment de dépossession de l'action municipale, des leviers d'action publique municipale. Et j'ai en mémoire un certain nombre de verbatims de maires qui indiquent avoir été élus en 2014 sur des projets politique, c'est-à-dire une amélioration du bien commun local, une amélioration du quotidien, et qui ont découvert depuis 2014, loi NOTRe passant par là, que finalement, sur un certain nombre de compétences, ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas les moyens d'améliorer ce quotidien. Donc le sentiment de dépossession, il est à la fois dans le sens politique de l'action municipale, mais aussi le regard, l'attribution de la responsabilité par les administrés des améliorations ou du statu quo. Deuxième conséquence de cette recentralisation horizontale, certes c'est une formule, mais je dirais qu'il y a une interrogation de la part des maires sur est-ce qu'au fond ils ne deviendraient pas simplement des officiers d'état civil, ne gardant que, je crois que c'était M. Léniel qui employait cette formule, que l'écharpe et les mariages dans ces petites communes où il y a aujourd'hui un fort mouvement de transfert des compétences vers les structures intercommunales. Et puis, troisième conséquence, si on se projette vers 2020, comment les maires peuvent se remobiliser pour donner du sens à l'action municipale. On sait que les maires, aujourd'hui, sont la figure du représentant politique préféré des Français. Nous avons ce baromètre de la confiance politique, et aujourd'hui, le maire est le représentant politique préféré des Français. Mais à force d'observer ces mouvements de recentralisation, qu'elles soient horizontales ou financières,
il y a pour moi un vrai enjeu d'un lien de confiance qui pourrait se détériorer, s'abîmer au regard des évolutions institutionnelles. Je prends ce verbatim qui me semble résumer parfaitement quelle est l'incertitude qui anime plusieurs maires. Les communes perdent de plus en plus de compétences au profit des intercommunalités, ce qui va nous laisser dans un rôle de figurant sans pouvoir. Cette déclaration d'un maire d'une commune de l'Eure aurait pu être démultipliée auprès d'une dizaine de verbatims que nous avons pu rassembler. L'intercommunalité, c'est aussi une relation profondément asymétrique. Relation asymétrique à la question qui est posée, est-ce que l'intercommunalité a beaucoup d'influence sur votre commune? Vous observez que près de 75% des maires considèrent que oui, l'intercommunalité a beaucoup d'influence. Mais inversement, est-ce que la commune exerce beaucoup d'influence sur l'intercommunalité? Vous voyez que la situation se renverse et ce qui est à la fois une manière quand même de confirmer qu'on a bien une relation asymétrique, mais parasymétrique, au fond on pourrait dire très déséquilibrée aujourd'hui entre ces deux structures institutionnelles. La relation vis-à-vis de l'État, on observe que l'État, à la question posée, l'État cherche à reprendre la main sur les capacités d'action des municipalités. Alors peut-être sans surprise pour vous, mais vous observez qu'il y a un plébiscite derrière cette question, puisque plus de 80% d'entre vous considéraient que oui, aujourd'hui, en 2018, l'État tente ou a déjà fait la démonstration d'une reprise en main de la capacité d'action des municipalités, principalement sur le terrain financier. La recentralisation financière, justement, à la question quelles sont les réactions face à la diminution constatée depuis plusieurs années des transferts financiers de l'État vers la commune, il y a 4 choix de réaction des maires face à une situation où on aurait un accroissement d'une réduction des transferts financiers. La première réaction proposée, la première réponse politique, en quelque sorte, c'est le report des investissements. Pour plus de 45% des maires, c'est la première manière de réagir, de contrer une réduction des transferts financiers. Report des investissements, ici j'indique toutefois que c'est quand même 55% de l'investissement public local, national, qui est assuré par les collectivités locales. Deuxième réaction, réduction des services offerts. C'est l'outil, la réponse politique apportée. Et puis troisième choix de réponse, augmentation de la fiscalité. Et nous avons pu constater il y a quelques semaines ce choix qui a été mis en œuvre à travers la hausse des taux de taxes d'habitation. Alors si on s'interroge un petit peu sur le niveau des insatisfactions, effectivement c'est un nuage de mots qui pourrait nous dire peu de choses, mais disent beaucoup de choses. Parce que sur les insatisfactions, qu'est-ce qu'on observe? Tout d'abord, vous voyez, l'occurrence qui revient très souvent, c'est le mot État. Donc il y a véritablement ici un enjeu vis-à-vis des relations entre les maires et l'État. Alors on peut être beaucoup plus fin. Pour 21% des maires, la source principale d'insatisfaction, c'est le manque de moyens financiers. La deuxième source d'insatisfaction, c'est la complexité, la lourdeur de différentes procédures administratives. Et puis la centralisation revient aussi dans les verbatims des maires. Et enfin, l'exigence des administrés. Je vais garder ça pour la conclusion, parce que ça me semble être le point nouveau aujourd'hui dans les relations administrés-maires. Alors il y a des insatisfactions, mais il y a aussi des sources de satisfaction. Nous avons pu observer que derrière les mots que vous voyez à l'écran, je dirais que la première source de satisfaction que l'on peut retirer de ces verbatims, c'est l'amélioration générale de la commune. Il y a un sentiment de fierté très très fort de la part d'une très grande majorité de maires d'avoir contribué à l'amélioration de la vie de la commune, suivi du sentiment de satisfaction de voir des projets se réaliser, malgré un certain nombre d'obstacles institutionnels ou parfois même tout simplement juridiques.
Troisièmement, le sentiment de rendre service et d'être utile à la collectivité est un sentiment fort et qui d'ailleurs ne débouche pas nécessairement sur l'envie de poursuivre. Nous avons des maires qui déclarent vouloir abandonner, quand bien même ils ont le sentiment d'avoir rendu service et d'avoir été utiles. Et enfin, le contact et l'écoute, l'humain est je dirais, c'est un trait très caractéristique des satisfactions. Des maires qui découvrent des administrés, qui rentrent parfois personnellement dans des vies privées, dans l'intime, et source de satisfaction parce que se tisse une relation de proximité qu'ils ne pourraient pas imaginer autrement qu'en étant à la tête de leur commune. Alors pour terminer, dernière partie, résignation, incertitude. Alors, comme vous avez peut-être pu l'entendre à travers différents supports de presse, mais effectivement, l'enquête révèle qu'un maire sur deux envisage d'abandonner en 2020. Alors, pourquoi ces abandons? Je préciserai avant que 60% des abandons sont observés dans les très petites communes. Très petites communes, et qu'à l'inverse, 10% d'abandons déclarés dans les communes de plus de 30 000 habitants. 3 raisons majeures permettant de comprendre cette déclaration d'abandon. Certes, nous sommes à 18 mois des élections. Il peut y avoir des maires qui envisageront le contraire, qui souhaiteront peut-être être convaincus de se maintenir et d'être candidats à 2020. Mais 3 raisons. Premièrement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la difficulté de concilier vie familiale et vie personnelle. Deuxième raison, le sentiment d'avoir accompli le mandat et qu'il faut passer la main à d'autres administrés, à d'autres membres du conseil municipal, adjoints ou adjointes. Et puis, troisième raison, qui me semble la plus inquiétante, si on doit dramatiser, il ne le faut pas, mais si on doit dramatiser la situation, c'est l'exigence des administrés. Et l'exigence des administrés, elle est de plus en plus forte, et elle introduit une forme de relation très consumériste entre désormais le maire et les administrés. Les administrés considérant être des contribuables sont, et c'est ce que nous disent finalement, ce que vous nous dites dans cette enquête, on voit des demandes de plus en plus difficiles à satisfaire. Un administré contribuable se sent autorisé à demander un peu tout et n'importe quoi, et bien souvent le maire n'est pas en situation de répondre à des enjeux qui à la fois sont éloignés des compétences municipales, mais aussi appellent une réponse politique pour laquelle le maire n'est pas du tout aujourd'hui armé pour y répondre. Je prends ici, pour conclure, deux verbatims qui illustrent cette relation de plus en plus individuelle. L'évolution du comportement des administrés qui sont de plus en plus des consommateurs et de moins en moins des acteurs, de plus en plus individualistes, petite commune de Saône-et-Loire en Bourgogne, et autre verbatim d'un maire d'une plus grande ville, le comportement des administrés a changé, ils sont devenus des consommateurs et n'acceptent aucune contrainte. Je dirais que, pour conclure, cette relation de plus en plus consumériste transforme aussi le rapport représentant-représenté. Un maire sur 2 qui souhaite abandonner, c'est aussi un maire sur 2 qui souhaite continuer. Donc on peut le voir en disant c'est un bon espoir de renouvellement en 2020. Mais ce qui m'inquiète davantage, c'est le fait que parmi les maires qui souhaitent abandonner en 2020, ce sont surtout des maires qui ont été élus en 2014, qui n'ont pas terminé leur premier mandat et qui découvrent que finalement, faire vivre la collectivité, faire vivre le bien commun au niveau local sans accompagnement, ce sentiment de solitude, et donc qui débouche sur de la résignation, est aujourd'hui un phénomène d'une ampleur que l'on n'avait pas jusqu'alors pu observer. Voilà, je m'arrête ici et je vous remercie grandement. Merci. Merci Martial Foucault. Alors, des enseignements très riche à partir de cette enquête. Et pour la commenter avec nous, Agnès Lebrun, maire de Morlaix, vice-présidente de l'AMF, et puis Gilles Leproust, lui aussi vice-président de l'AMF et maire d'Allonnes dans la communauté urbaine du Mans. Vous vous retrouvez, Agnès Lebrun, dans ce portrait des maires tel qu'il nous a été décrit par Martial Foucault? Je pense que tous les maires s'y retrouvent parce que cela illustre bien que nous sommes à la croisée des chemins. C'est-à-dire que si vous additionnez
la loi NOTRe, si vous additionnez l'éloignement via les régions XXL, si vous additionnez le putsch permanent de la technostructure, eh bien vous assistez à cette dérive des continents, à cette tectonique des plaques qui fait que la proximité naturelle et logique entre le maire et ses administrés, eh bien cette proximité se délite, diminue, se dégrade. Et évidemment, vous l'avez souligné en conclusion, c'est aussi une évolution sociétale. Finalement, ce que nous sommes en train de dire en creux, c'est que l'intérêt général se définit de moins en moins. L'addition des intérêts particuliers n'a jamais fait l'intérêt général, on le sait. Et c'est vrai que dans cette société où nous vivons, sans faire un constat extrêmement pessimiste, on voit bien que de plus en plus, il y a une exigence d'immédiateté, une exigence d'appétit immédiatement satisfait, avec un autocentrisme souvent assez désagréable à vivre. Alors évidemment, les maires sont aux premières loges pour cela, puisque c'est à eux qu'on s'adresse en premier et en dernier. C'est-à-dire en premier quand on commence dans la vie, quand on veut quelque chose, quand on a une naissance, un mariage, un permis de construire, puis tout à la fin, quand on est acculé dans une impasse et quand on est en difficulté, c'est aussi le maire que l'on va voir. Donc il y a une forme de situation souvent paroxystique quand on exige du maire quelque chose. Et puis, je dirais aussi que, pour donner un exemple très précis, sur l'exonération de la taxe d'habitation, on peut en discuter à l'infini. On peut être pour, on peut être contre, on peut dire que c'est injuste, qu'il faut revoir les choses, etc. Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est que le consentement à l'impôt, c'est l'expression de la démocratie. C'est même inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme. C'est-à-dire que c'est cette règle simple qui fait que on dit que si on participe au pot commun, eh bien, on crée finalement une unité, une communion pour décider ensemble de ce que l'on veut par la voie du suffrage universel avec le maire que l'on a désigné pour un mandat. Et puis après, les choses se déroulent de façon très simple, où on est content, où on n'est pas content, où on est reconduit, on n'est pas reconduit. Et ça, c'est précisément ce lien-là qui se détricote, mais sournoisement depuis maintenant des années. Et il n'est pas surprenant que ces maires qui ont été élus en 2014, finalement se disent, mais qu'est-ce que je viens faire dans cette galère finalement? J'ai toujours tort. Quand c'est bien, c'est jamais grâce à moi, et quand c'est pas bien, c'est toujours à cause de moi. Donc on me regarde et on me dit vous devez profiter de vos avantages, vous êtes forcément un affreux conservateur parce que vous n'acceptez pas de progresser. Enfin, vous avez tort sur tous les tableaux. Alors que ça ne marche pas comme ça. Le maire, tous les matins, quand il se lève, il pense à comment il va pouvoir servir sa commune, servir ses concitoyens, servir son pays, parce que l'aménagement du territoire, la géographie de notre pays, eh bien chaque petit point de repère, c'est chaque commune. La tour de contrôle du pays, ce sont les communes. C'est nous qui sommes capables de dire si les voyants sont verts, orange ou rouge, quel est l'état de notre pays. Et c'est ça actuellement qui est désavoué. Et c'est vrai que ce découragement, on va le prendre comme une situation où nous sommes à bout de souffle et où nous devons reprendre notre souffle. Mais on ne le reprendra pas tout seul. Merci Agnès Lebrun. Alors, Gilles Leproust, également, et on le voit dans ces résultats, une responsabilité assumée par les maires malgré les difficultés, mais aussi une satisfaction de participer au bien commun. Et c'était le nuage de mots qui nous était présenté par Martial Foucault. Oui, effectivement, bonjour chers collègues, effectivement, qu'un maire sur deux ou se représente ou se représentera pas, c'est parfois certainement ce que nous avons les uns les autres chaque jour. Face aux difficultés ou aux choses extraordinaires de nos communes, il y a des moments de lassitude, des moments de découragement, des moments de colère, puis des moments de fierté, des moments où on rencontre un monde associatif assez extraordinaire qui nous redonne de la pêche pour pouvoir construire des projets au plus près des habitants. Alors c'est vrai quand même que la situation, moi je suis maire depuis 2014, je suis à peu près dans la moyenne d'ailleurs de ce qui a été dit, donc je me retrouve pas trop mal, même en âge. Depuis 2014, quand même la situation s'est considérablement modifiée. Agnès le disait, mais notamment additionner les baisses de dotation et les réformes territoriales imposées, parce que les maires ne sont pas contre des regroupements, des intercommunalités, mais à partir du moment que ça soit librement consenti sur des projets surtout qui permettent aux habitants de nos territoires de pouvoir trouver des réponses concrètes dans leur vie de tous les jours. Aujourd'hui, effectivement, il y a une question de confiance qui s'est quand même pour le moins estompée, pour pas dire cassée, entre le contrat entre l'État et les collectivités, et ça pèse lourdement sur notre quotidien, parce qu'effectivement, c'était aussi souligné dans l'enquête,
on vit tous dans la même société. On voit bien que les questions de consommation, d'être consommateur, aujourd'hui, elles sont fortement... Mais ça doit être pareil pour toi, Agnès, mais pour l'ensemble des collègues, lorsqu'on discute avec nos collègues qui sont responsables associatifs, moi je retrouve parfois les mêmes questions qui sont posées, ou les réponses qui sont apportées par les maires que nous sommes. Difficulté de renouvellement, par exemple. On me dit, ouais, les parents, en fin de compte, ils amènent les gamins le matin au club de foot, ils viennent ne rechercher qu'à la fin. Vous voyez, on est dans cette société, effectivement, qui a profondément évolué. Je pense qu'y compris, bien sûr, il faut qu'on invente de nouvelles réponses pour mieux répondre à l'attente des gens, mais je pense y compris que les maires, peut-être, parfois, je le dis pour moi, comme ça je n'engage que moi, on n'a parfois pas suffisamment fait d'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on a laissé penser que malgré les difficultés, bon allez, ils rouspètent les maires, mais on continue à avoir la cantine, on continue à avoir le périscolaire, on continue à avoir le transport scolaire, etc. etc. Je pense qu'on a peut-être à réfléchir, et la campagne, à mon avis, hashtag ma commune j'y tiens, peut y contribuer, d'avoir le débat avec les habitants pour mieux faire partager que c'est une aventure commune, une construction commune, que le service public local, il est pas écrit pour toujours, que si à un moment donné il y a moins de dotation, eh ben, il y aura moins de réponses au quotidien tout au long de la journée, comme le disait Agnès, parce que le service public local il intervient tout au long de la journée et tout au long de notre vie dans chacun de nos territoires. Une histoire commune et qui parle à tous ceux qui sont en responsabilité, vous le dites, et qui participent de l'intérêt général, du bien commun, quelle que soit la diversité des territoires. Merci madame. Merci, voilà pour cette enquête du CEVIPOF, dont Martial Foucault, directeur du CEVIPOF, a détaillé les principaux points. Cette enquête sur la perception qu'ont les maires de leurs charges. On va y revenir avec Xavier Brivet, rédacteur en chef de Maires de France. Alors, le chiffre de cette enquête, c'est qu'un maire sur deux envisage de ne pas se représenter à la prochaine élection municipale. Mais, comme a dit Martial Foucault, ça veut dire quand même qu'un sur deux envisage de se représenter. Oui, on peut voir ça comme ça. On peut aussi le voir donc de manière plutôt négative et inquiétante. Alors traditionnellement, à 18 mois des élections locales, on a toujours un certain nombre de débats et d'enquêtes sur le fait qu'un certain nombre d'élus ne veulent pas se représenter. Là, c'est 1 sur 2 et c'est même un peu plus dès lors qu'on parle des maires des petites communes rurales. Donc c'est un chiffre qui est inquiétant, qui donne la mesure du découragement des élus et en même temps de leur inquiétude. Alors il y a plusieurs raisons qui sont avancées par les maires. On pourrait penser que c'est la complexité de leur mandat, certainement, les moyens insuffisants sans doute, mais dans l'enquête du CEVIPOF, la première raison c'est retrouver une vie personnelle et familiale. Et ça permet en creux de prendre la mesure de l'investissement que représente le mandat d'élu local aujourd'hui. C'est 100% de son temps, du lundi au dimanche. C'est la gestion complexe des services publics locaux, mais c'est également résoudre les conflits de voisinage, les conflits familiaux, annoncer un décès. Enfin, c'est tout ce quotidien à la fois chronophage et extrêmement prenant qui fait que les élus ont parfois envie de raccrocher. Si on y ajoute la complexité des affaires communales et si on y ajoute un malaise par rapport à l'intercommunalité qui pose pour eux aujourd'hui un problème peut-être du sens de leur mandat de maire, ça fait beaucoup de choses. Ils sont dépossédés de leurs fonctions, de leurs décisions. Oui, c'est pas la raison principale qui motive le fait qu'un sur deux ne veut pas se représenter. C'est en tout cas un élément perturbateur dans ce mandat, particulièrement dans ce mandat 2014-2020. Parce que la loi NOTRe de 2015 a créé de grandes intercommunalités dont la gouvernance a éloigné un peu les maires. Et les maires aujourd'hui, qui normalement constituent l'intercommunalité, c'est un regroupement de communes, et bien les maires se posent la question de leur devenir. Est-ce que je suis écouté? Est-ce que je suis entendu? Est-ce que je participe encore à la gouvernance et au projet de cette intercommunalité à laquelle ma commune appartient? Et pour beaucoup, la réponse est non. Donc ça, c'est un malaise. Mais encore une fois, ce n'est pas la première raison qui explique le fait qu'ils ne veulent pas se représenter. La première, c'est retrouver une vie familiale, une vie personnelle. Et la deuxième, c'est aussi un aspect important, c'est qu'ils ont le sentiment, après un mandat, d'avoir accompli leur devoir civique. En clair, aux autres aussi de s'engager. Parce que la complexité et l'aspect chronophage du mandat fait que nous, on a donné aux autres et à la relève aussi de nous succéder.
Merci beaucoup, Xavier Brivet, de nous avoir expliqué cette étude du Cevipost. On se retrouve demain, Xavier, puisque vous êtes avec nous pendant les 3 jours de ce congrès. Demain, nous suivrons notamment le débat sur la décentralisation. Nous parlerons également ensemble de sécurité. Et puis, nous suivrons bien sûr en direct sur nos antennes le discours d'Emmanuel Macron qui s'adressera aux maires de France depuis l'Elysée. Ce sera à suivre à partir de 19h. Nos éditions spéciales se poursuivent. Tout de suite, vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour un On va plus loin spécial ici au Congrès des maires. À demain, 11h. Sénat et l'AMF, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des